Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est le moment de notre rendez-vous avec Tariq Krim, fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. On va parler ensemble de 2023, peut-être l'arrivée d'une nouvelle ère, en tout cas d'un nouveau rôle pour les machines. Absolument. En fait, on avait parlé dans une précédente chronique de ChatGPT. Et donc, j'ai voulu continuer sur cette idée, en fait, qui est que, d'une certaine manière, on vit aujourd'hui dans un monde de surinformation. Trop de contenu. Une étude qui disait qu'on consomme chaque jour l'équivalent de 34 gigas de données. Ouf. Et on reçoit par mail ou par les différents canaux l'équivalent de 174 journaux à lire. Donc ça fait beaucoup de contenu. Alors moi j'ai deux solutions pour ça. Hein. Enfin, la première, elle est assez simple, c'est que j'ai arrêté depuis maintenant 7 ans les emails. Pour une très simple raison. C'est pas simple d'arrêter les emails quand même. C'est compliqué, mais prenons l'exemple d'un email que vous recevez. Vous allez répondre à cet email. Vous allez ensuite recevoir une réponse, répondre à nouveau. Et le simple fait de répondre à certains mails prend 1 heure, 2 heures de votre vie future. Et donc souvent, c'est peut-être plus simple de prendre le téléphone ou d'envoyer un petit texto ou des choses comme ça. Donc il y a une première question qui est liée à ça. Deuxième solution. Et la deuxième solution, c'est qu'on reçoit des informations, il faut noter. Il faut toujours noter les informations essentielles. D'ailleurs, en anglais, il y a ce terme qui s'appelle le common book. C'est un peu en fait cette idée que l'on a un petit carnet dans lequel on note absolument tout ce qui nous passe par la tête, les idées, de façon à retenir les choses. Et en fait, on espère toujours que ce contenu qu'on a noté, ensuite, on va le réutiliser, on va le remettre en forme. C'est un peu c'est le mythe de la productivité. Tous les outils qui ont été développés depuis 10-15 ans, en fait, c'est soit pour communiquer, mais ça, c'est un autre sujet, soit pour cette idée de la productivité personnelle. Donc, des outils comme Home Research, Notion ou ouais, ça cartonne. Qui cartonnent, absolument. Ce sont devenus les outils que tout le monde doit avoir sur son iPhone et sur son smartphone et sur ses ordinateurs. Et vous pensez justement que l'irruption de l'IA, façon mode ChatGPT, ça va bousculer cette économie numérique ? C'est une des options, en tout cas. Ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, déjà, David Allen avait toujours, qui est le pape de l'organisation, c'est lui qui a fait le Get Things Done, donc comment faire les choses, disait, le cerveau ne sert pas à retenir les idées, ça sert simplement à les avoir. La question, c'est qu'il y a 2 types d'IA. On est déjà en train de passer avec ChatGPT à un nouveau type d'IA. La première typologie d'IA qui a été l'IA 1.0, donc basée sur le machine learning, sur les outils classiques, nous apporte pas mal de choses. Moi, par exemple, j'utilise une application qui s'appelle Grammarly qui me corrige. Ah oui, très efficace pour l'anglais. Pour l'anglais, ouais. Même si c'est un anglais un peu trop formel. Donc, l'idée, la première idée, c'est d'être un assistant qui va simplifier un certain nombre de tâches. Ça peut être l'orthographe, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit avec une nouvelle génération d'intelligence artificielle, c'est qu'on pourrait passer de ce statut de simple assistant à un statut de partenaire ou même de binôme, donc une sorte de binôme virtuel. Et donc, on voit une nouvelle génération d'applications qui pourraient leur donner évidemment quelques éléments et qui vont construire des textes, construire des images, enfin, générer du contenu à partir d'éléments. Donc, l'idée du cobot, la collaboration avec le logiciel. Vous croyez à cette perspective ? Alors, quand on voit ChatGPT, j'y crois pas beaucoup parce que déjà, ChatGPT, en fait, on l'avait dit, c'est une sorte de singe savant, c'est-à-dire qu'il a accumulé énormément de savoir et il recrache ce savoir de manière quasi automatique. Donc, en fait, c'est un outil qui est basé sur le calcul du prochain mot. Chaque fois qu'on tape un mot, quel va être le prochain ? Et donc, en faisant ça, on arrive à construire des phrases qui ont du sens, en tout cas qui semblent avoir du sens. Mais comme on est basé sur un contenu qu'on ne connaît pas, puisque finalement, OpenAI, c'est une boîte noire. Il y a des choses, mais on ne sait pas qui, comment, pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous prenez, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle de générative d'images, il y a un projet qui s'appelle Stable Diffusion, qui est un peu un concurrent d'OpenAI. Et ils en ont fait une version qui marche. Maintenant, il faut prendre un Mac M1 ou M2, là, les Macs assez puissants, et vous pouvez télécharger ce système, l'alimenter avec vos propres photos, et générer ensuite du contenu qui vous correspond. Et partant de là, je me mets à imaginer que se passera-t-il ? C'est justement, au lieu d'avoir des IA qui s'intéressent à un contenu
générale, on aurait en fait un stockage personnel dans lequel on puisse alimenter ses idées, ses images et ses contenus. Créer un cerveau créatif, en fait, un cerveau numérique créatif. Absolument. Donc, avoir cette espèce de binôme créatif. Et là, en fait, ça ouvre un pan entier. Alors, se posera évidemment la question de savoir comment construire des petites IA qui consomment moins d'énergie, qui sont moins gourmands en données, mais il y a énormément de projets qui travaillent là-dessus. Et puis surtout, la question, c'est effectivement de savoir comment on peut décentraliser ce pouvoir de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est concentré chez Google, qui a été, il faut le rappeler, l'inventeur d'une partie de cette technologie avec Facebook, puisque Facebook et Google ont déposé toutes les technos, n'ont pas osé lancer ces applications, et puis OpenAI a dit, nous, on va casser notre tirelire, on dépense beaucoup d'argent, on parle de 120 millions qui est payé annuellement à Google Cloud, et on va construire ce modèle, le mettre à disposition des gens. Donc les gens ont enfin vu le Graal, cette idée qu'il est possible de construire des intelligences artificielles. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir cette intelligence artificielle personnelle? Donc ça pose énormément de questions techniques, également juridiques. Ça pose la question de la souveraineté de son savoir. Est-ce qu'on laisse d'autres acteurs venir récupérer notre savoir et le transformer en savoir pour quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'on le garde pour soi, ou dans le cas d'une entreprise? Donc il y a en fait tout un nouveau pan. D'une certaine manière, ce qui est intéressant avec ces nouvelles IA, c'est qu'elles ont rendu obsolète la première génération d'outils de productivité. On attend, d'une certaine manière, de nouvelles choses, et on verra bien. Cette année est en fait une phase, un nouveau départ. Et de voir comment on va gérer cette nouvelle relation qu'on va avoir avec nos machines. Comme vous le savez, je pense toujours que l'IA est un assistant de l'humain, n'est pas un remplaçant de l'humain. Merci beaucoup, Tariq Krim, codesouverain.fr. On se termine avec Où va le web ?